Il y a une pluralité d'intervenants professionnels de santé, des secteurs hospitaliers, du secteur médico-social et social qui s'organisent entre eux pour organiser au mieux la coordination de la prise en charge autour des patients. Alors ensuite, en deuxième élément de contexte, on voulait faire un petit point rapide sur le développement des exercices coordonnés qui souligne très largement le besoin aussi d'outils numériques en appui de la coordination. Donc, pour rappel, du coup, on a plusieurs types d'exercices coordonnés très fortement déployés au niveau de la région centre. Donc, à commencer par le dispositif le plus récent, donc les équipes de soins primaires, qui sont des regroupements de professionnels de santé majoritairement de premier recours, donc pas un regroupement physique, mais un regroupement autour de projets communs. Donc notamment pour mettre en place des réunions de coordination centrées patients, des réunions d'analyse de pratique, etc. Donc c'est notamment au sein de ces équipes qu'on va pouvoir retrouver un certain nombre de besoins d'outils, notamment les outils de coordination centrée patients dont on parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a 20 ESP en région centre qui représentent à peu près 200 professionnels de santé. On a également, donc, depuis bien plus longtemps en région centre, un certain nombre de maisons de santé. Donc, elles sont à l'heure actuelle 112 sur la région et regroupent 1135 professionnels de santé, donc une forme très formalisée et financée aussi d'équipes de soins primaires. Donc voilà, donc c'est aussi des structures qui ont des besoins importants en matière d'outils numériques. Dont on parlera aussi. Donc voilà. Et enfin, le dernier type d'exercice coordonné dont beaucoup entendent parler depuis quelques années, c'est les CPTS, donc à un échelon davantage territorial. Donc des projets qui vont être aussi davantage en lien avec un autre type de dispositif dont on parlera tout à l'heure, les DAC. Donc aujourd'hui, en région centre, c'est 28 CPTS qui sont en fonctionnement et 5 qui sont en projet. Donc on a une couverture quasi complète de la population, 90% de la population qui est aujourd'hui couverte et 4500 professionnels de santé qui sont adhérents sur l'ensemble de la région. Donc c'est notamment via ces CPTS qu'un bon nombre d'entre vous se sont inscrits ce soir. Donc c'est un relais d'information, c'est aussi des structures qui vont venir en appui sur la formation des outils numériques, en appui à un niveau plutôt local. Donc à l'issue de cette formation, de ce webinaire-là, n'hésitez pas aussi à contacter vos CPTS pour avoir davantage d'informations, pour avoir peut-être des formations plus complètes sur chacun des outils. Et enfin, le dernier type d'exercice coordonné, en tout cas de structures qui viennent en appui de la coordination, c'est les dispositifs d'appui à la coordination, donc les DAC. Donc pour rappel, il y en a un par département. Ce sont des structures qui viennent en appui, notamment des professionnels de santé, pour tout ce qui est situation médicale et ou sociale complexe. Donc là, on verra notamment avec l'outil de coordination centré patient qui est Sphère, les DAC ont un rôle important à la fois dans son déploiement et dans les usages qu'on peut en avoir. Dernier point par rapport au contexte, un peu par rapport au développement des outils numériques. Donc, rappelez juste qu'il y a des usages qui sont ancrés dans les pratiques déjà depuis de nombreuses années et qui sont notamment liés à l'utilisation de vos logiciels métiers pour toutes les professions. Alors, des logiciels qui sont à la fois monoprofessionnels et aussi pluriprofessionnels qui se sont développés ces dernières années dans le cadre des maisons de santé. Alors, on parlait aussi un peu d'usage en voie de généralisation, même si bien entendu, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais c'est tout ce qui va être en lien avec la télémédecine, donc téléexpertise, téléconsultation, télésanté de manière générale, avec quand même un développement du cadre légal et des outils qui commencent quand même à bien fonctionner aussi bien au niveau de la région qu'au niveau national. Et du coup, toujours dans le cadre d'une prise en charge coordonnée des besoins qui sont communs et identifiés liés à l'exercice coordonné du coup, entre l'ensemble des professionnels de santé, notamment du premier recours, mais aussi du second recours, avec plusieurs points fondamentaux. Donc, c'est d'abord, c'est autour de l'équipe de soins primaires, c'est connaître l'équipe de soins et du coup, l'ensemble des intervenants qui vont intervenir autour d'un patient. Donc, c'est à la fois l'équipe de soins primaires, mais aussi des intervenants médico-sociaux et sociaux. C'est le besoin de communiquer de manière fluide entre professionnels de santé de manière générale au quotidien, sans passer nécessairement par des messageries sécurisées. C'est aussi un besoin d'échanger des documents de manière plus sécurisée, et pas nécessairement par la MSS.
la possibilité aussi de construire des plans de santé entre professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social. Et juste à côté de ça, un petit aparté, entre guillemets, notamment pour vous qui êtes très largement engagé dans des projets de CPTS, c'est que d'autres outils qui ne rentrent pas directement, bien sûr, dans le cadre de la prise en charge, mais qui sont aussi un lien important pour organiser, pour communiquer au quotidien, c'est le réseau social ICPTS qu'on essaye de développer dans la région. On peut difficilement parler de e-santé en 2022 sans évoquer le volet numérique du Ségur de la santé, qui est une démarche de portée nationale qui est pilotée au niveau du ministère et des entités qui sont rattachées au ministère, la délégation du numérique en santé ou l'agence du numérique en santé. Donc, c'est un programme qui a pour objectif de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé, à la fois entre les professionnels et avec l'usager. Donc, pour ça, l'État met en œuvre des moyens assez inédits, puisque là, on est sur un montant de 2 milliards d'euros, 1,4 milliard pour le partage des données, 600 millions plus axés sur le médico-social, sur 5 ans. À l'échelle régionale, les ARS, GRAD et Assurance Maladie sont fortement mobilisés pour venir en appui aux acteurs de terrain. Donc, actuellement, une feuille de route est en cours de rédaction. Elle sera prochainement partagée avec un ensemble d'acteurs régionaux. Et derrière ce programme, il y a des financements incitatifs. L'objectif, c'est que ce programme qui a vocation à être un accélérateur puisse apporter de la cohérence et de la structuration sans que ces évolutions-là soient portées, sans que les coûts de ces évolutions-là soient portés par les professionnels. L'idée, c'est d'avoir pas de reste à charge pour les professionnels et les structures. L'idée, c'est d'adapter les outils pour les faire monter en capacité de partage et d'échange, de changer les usages et de pérenniser tout ça par une bonne adéquation avec les usages et les besoins métiers. Donc, la priorité, le Ségur fait porter la priorité sur 4 fonctions structurantes. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau à proprement parler. Dans le Ségur, ce sont des choses dont vous avez déjà entendu parler, qui existent déjà, mais on est plus dans une phase d'accélération. Donc, un premier élément qui est l'identité nationale de santé, qui a pour objectif d'identifier correctement les patients et les usagers de manière. On est sur une identité complète, pas uniquement un identifiant. Et l'objectif, c'est d'avoir une identité qui soit sécurisée et qui permette derrière de développer des usages plus intensifs de partage d'informations. Être certain d'être en relation avec d'avoir mis les données en relation avec la bonne identité patient, ça permet d'améliorer les capacités de partage, d'intégration, d'automatisation. Pour ce qui est de l'identification, il y a également l'identification des professionnels. Donc là, c'est un outil qui s'appelle Pro Santé Connect, qui permet de s'appuyer sur une identité nationale, un petit peu comme le fait France Connect. Et c'est surtout le moyen, et un certain nombre d'entre vous l'ont peut-être déjà expérimenté, c'est ce qui apporte la fonctionnalité dématérialisée de la CPS, qui est la ICPS. Alors, ça nécessite des évolutions, mais c'est par ce canal-là qu'arrive l'identité numérique centralisée des professionnels et dématérialisable au travers de la ICPS. Ouais. 2 autres, là, qui sont plus des services SOC. On ne va pas forcément détailler là. Donc, la messagerie sécurisée de santé, qui a pour but de protéger les échanges de données de santé en fournissant un cadre sécurisé pour l'échange de ces données-là, et le dossier médical partagé, qui a pour but là de centraliser et partager ces données de santé. On va en reparler plus en détail dans les minutes qui viennent. Simplement, dans le contexte actuel, ces 2 fonctionnalités se retrouvent maintenant au travers de mon espace santé, qui est en phase de généralisation là, active en ce moment. Donc, la messagerie sécurisée de santé va pouvoir permettre, au travers de mon espace santé, de communiquer avec les patients. Et le DMP
est désormais pleinement inclus dans mon espace santé qui vient rajouter d'autres fonctionnalités autour. On vous présente un peu un panel, un panorama des outils qui sont notamment développés au niveau national et au niveau de la région. L'idée, c'est de vous faire un peu un focus sur 4 outils qui nous semblent fondamentaux dans le cadre de votre pratique au quotidien. Donc, on va les présenter de manière successive. Donc, on va revenir sur la messagerie sécurisée de santé. On en a brièvement parlé là. Donc, on est clairement sur un système de messagerie qui est au départ entre professionnels et qui est réservé spécifiquement aux échanges de données de santé et qui est accessible uniquement aux personnes de la sphère de confiance. Donc, on est sur un système qui est fermé à la fois pour les opérateurs et pour les utilisateurs. Et qui s'intègre alors de façon qui peut être intégré aux outils métiers ou utilisés sous forme d'applications spécifiques type webmail. Donc là, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est ce cercle de confiance qui fait que tous les intervenants du système de la messagerie sécurisée de santé, qu'ils soient techniques ou utilisateurs, sont forcément autorisés explicitement. Donc, il y a un contrôle sur tout cet écosystème. C'est ce qui permet d'apporter une sécurisation et de constituer cette sphère de confiance. Un des autres apports de la messagerie sécurisée de santé, c'est que ça permet une interopérabilité. Ça permet de faire circuler de l'information entre des professionnels et leurs applications de manière beaucoup plus fluide parce que sous forme d'un format indépendant. Qui sont les professionnels qui peuvent y accéder? Les professionnels de la santé, des professionnels à usage de titres et petit à petit un certain nombre de professionnels du domaine médico-social et social au travers de boîtes nominatives, de boîtes organisationnelles ou de boîtes qu'on appelle applicatives. Ces boîtes-là sont plus des automates qui poussent des messages vers des boîtes sécurisées. Ok. Alors, là, on est sur quelques cas d'usage de cette messagerie sécurisée. Donc, la transmission de compte rendu entre hôpital vers un médecin traitant. Donc, les deux extrémités ne sont pas forcément des joints. C'est-à-dire qu'on peut avoir à une extrémité ou à une autre un automate d'émission ou de réception de messages. Là, on est sur des cas sanitaires, transmission de compte rendu de biologie ou de radiologie. Dans le cas du médico-social, on peut envisager également d'utiliser la messagerie sécurisée de santé en l'absence éventuellement d'un outil de parcours. Ça peut permettre également de faire circuler l'information de manière sécurisée. Pour certains cas, des échanges entre IME avec CD ou avec un médecin ou d'autres échanges du monde du médico-social. Je suis le docteur Jean-Michel Lemaitre, je suis médecin généraliste en exercice et je suis un petit peu chargé de la partie pratico-pratique de cette présentation et de vous montrer que les outils dont on vous parle ne sont pas que des outils théoriques avec des enregistrements, etc. Et je vais vous présenter directement, en gros, mon smartphone et on vient de vous parler de la messagerie sécurisée de santé. Et je viens de l'ouvrir là et vous voyez que vous avez des comptes rendus d'examen, vous avez des messages de la DGS concernant Covid ou d'autres choses. Vous avez des messages d'une infirmière qui veut me parler de patients et à qui je dois répondre, du DGS, des comptes rendus et des essais d'ailleurs pour communiquer bien avec l'hôpital. Donc ça, on est vraiment en live, en direct sur mon appareil de téléphone standard. Il manque une information, enfin un lot d'informations là-dessus, c'est la biologie qui bientôt va arriver, va transiter via les messagers sécurisés de santé sous format structuré, accompagné de l'INS du patient, ce qui nous permettra de les recevoir et de les classer de façon extrêmement simple dans nos logiciels métiers après lecture, après contrôle.
Il est très important de comprendre aussi que ces outils nationaux, tels que la messagerie sécurité de santé, doivent être parfaitement intégrés, je n'ai pas dit interfacés, intégrés dans le logiciel métier et le Ségur, hein, les fonds qui vont être déployés pour le Ségur de la santé, volet numérique, ont pour objectif d'aider les éditeurs à intégrer ces outils SOC dans leur logiciel. Donc, notre degré d'exigence au niveau des URPS, des médecins, des professionnels en général, c'est une parfaite intégration, à savoir j'ai une boîte aux lettres, je veux tout recevoir dedans et je classe de façon simple, après lecture, chaque document dans le bon dossier sans avoir à le sélectionner, après l'avoir lu. Voilà, ça c'est la messagerie sécurité de santé. Je complète ce qui a été dit précédemment. On a parlé d'une ouverture de la messagerie sécurité de santé vers les patients. C'est dans mon espace santé. L'initiation et la clôture d'une discussion est toujours à l'initiative du professionnel de santé. Toujours. Hein. Ça a été une exigence des professionnels et c'est accepté. Donc, on ouvrira la discussion. Ça permettra de transmettre une ordonnance à nos patients, de communiquer avec lui, mais à notre initiative et de clore ensuite pour ne pas arriver le lundi matin avec 25 messages dans notre boîte de messagerie sécurité de santé. Voilà pour la messagerie sécurité de santé. Autre outil, Mon Espace Santé, qui est en phase de déploiement actuellement. On est en pleine campagne de promotion et de communication autour et d'activation également, concrètement, de cet espace santé. Concrètement, sa vocation à être centrée sur le patient. Après, comment ça se traduit derrière, côté professionnel, puisque le périmètre actuellement de Mon Espace Santé est limité sur le DMP et les documents et la messagerie sécurisée. Du point de vue du professionnel, ce qui est alimenté, le dossier, c'est le DMP. Donc, ça ne change rien aux outils qui permettent d'alimenter soit directement à partir d'un logiciel ou direct sur le site DMP, ça ne change rien aux modalités d'alimentation et de consultation. Les créations, réactivations et fermetures, les modifications de données administratives qui étaient possibles sur le DMP ne sont plus possibles sur Mon Espace Santé. Voilà. Côté messagerie sécurisée, effectivement, de la même manière, au travers soit du logiciel métier, soit d'un client de messagerie externe, comme on l'a évoqué tout à l'heure, toujours la possibilité d'échanger avec un autre professionnel. Et là, la nouveauté qu'apporte Mon Espace Santé, c'est de pouvoir, comme ça a été indiqué tout à l'heure, écrire au patient, initier un échange avec le patient pour lequel le professionnel garde la main, puisque c'est lui qui choisit de l'initier et d'y mettre fin. Donc là, typiquement, c'est l'usage, l'envoi d'un formulaire ou d'un questionnaire avant une première consultation, avant une intervention, et ce type d'envoi d'un compte rendu éventuellement ou d'une lettre directement au patient. Donc, dans le DMP, on retrouve 9 espaces distincts avec de manière dissociée les documents qui sont déposés par des professionnels de santé, je dirais de manière manuelle ou automatique, les documents qui sont déposés par l'assurance maladie, puisque l'assurance maladie dépose automatiquement les remboursements, les états des remboursements qui sont effectués, et puis le dernier espace personnel de l'usager, qui est bien dissocié du reste, puisque effectivement, la particularité de Mon Espace Santé, c'est d'indiquer que l'usager, le patient prend la main sur son outil. Après, il n'y a pas de mélange, je dirais, entre les informations fournies par le patient et les informations fournies par d'autres professionnels de santé dans cet espace du DMP. C'est très moderne, je veux dire. Alors, on va faire un accès patient parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le DMP ou Mon Espace Santé va être parfaitement ou totalement intégré dans nos logiciels métiers, que ce soit les médecins, les infirmières, tous les professionnels de santé. Là, je vous fais un accès
patients, en fait, usagers. Précédemment, on avait donc un sigle, on pouvait aller sur son DMP. Depuis hier, j'ai reçu mon petit code pour activer mon espace santé. Eh bien, mon espace santé existe. Je vous le montre. C'est mon espace à moi. Où on me propose, alors je le découvre un petit peu, mais je l'ai quand même regardé, on peut compléter son profil médical. Ce qui vient d'être dit précédemment, c'est que mon espace santé est très centré usager. C'est-à-dire que l'usager va être très actif, on va lui proposer donc de remplir ses antécédents, etc., d'ajouter des documents de santé. On a ensuite de visualisables tous les documents qui ont été déposés. Là, vous avez une attestation de vaccination contre le Covid-19, oui, je suis vacciné, etc. Vous avez le volet de synthèse médicale, c'est un autre sujet, mais voilà, qui a été déposé, qu'on peut faire apparaître. On peut imaginer que le patient fasse apparaître sur son smartphone son volet de synthèse, etc., et le présente au professionnel qui voit. Bon, ça, c'est valable pour les patients qui sont en capacité, je dirais, soit d'alimenter eux-mêmes leur DMP, leur espace santé, et puis surtout de le présenter. Hein. La rupture numérique, ça existe. Donc, nous, professionnels, nous devons, à mon avis, participer à l'alimentation de cet espace santé. Et il faut encourager nos confrères hospitaliers, nos confrères du second recours, du troisième recours, enfin tous les confrères. Quand un patient se présente avec sa carte vitale ou en cas d'urgence, à consulter de lui-même l'espace santé du patient qui se présente. Donc, je répète, notamment dans le cadre de l'urgence, sans attendre que le patient lui montre ses informations. Donc, mon espace santé est en train de se déployer, c'est tout récent. Ça semble fonctionner. Hein, je ne vais pas tout manipuler là parce que je ne découvre que depuis aujourd'hui. Il y a une forte intervention de l'usager, mais nous, professionnels, je pense qu'il faut qu'on se l'approprie. On se l'appropriera d'autant mieux qu'il est parfaitement intégré dans nos logiciels métiers, que notre logiciel produit le volet de synthèse de façon très ergonomique, très simple. Comme ça, bon, un patient qui est diabétique, ben, son médecin a marqué qu'il était diabétique, il est allergique, etc., etc., le carnet de vaccination. Donc, mon espace santé, c'est intéressant et je pense qu'on doit y participer, on doit le déployer. Un autre outil qui est déployé en région, donc un service qui permet la prise en charge coordonnée du patient et des usagers. Donc on va plonger pour regarder quels sont les objectifs. Un premier appui aux professionnels. Donc, ce sont des bouquets de services à disposition des professionnels de santé libéraux notamment et des DAC qui permettent d'organiser l'ensemble des parcours, y compris les cas complexes. Donc, ça a également pour objectif la coopération pluriprofessionnelle, donc les échanges de données, la coordination des différents acteurs sanitaires, que ce soit en établissement ou en exercice ambulatoire, les acteurs médico-sociaux, sociaux et l'ensemble des parties prenantes qui interviennent dans les situations des patients. On a aussi comme objectif de pouvoir faire de la prévention et d'apporter des informations assez rapidement aux patients, ça c'est dans les objectifs à venir, aux usagers, et lui permettre d'être acteur dans son parcours de santé et pouvoir associer éventuellement les aidants également et permettre un suivi au long cours. Alors, les bénéfices attendus, on a essayé de mettre sur cette diapo un petit peu les services que peut rendre Sphère à l'ensemble des catégories dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour le premier recours, donc on a bien parlé d'outils de coordination usuels et en mobilité. Donc on verra que c'est utilisable sur un smartphone, sur un iPhone, une tablette et aussi sur un ordinateur, pour de l'éducation thérapeutique et pour solliciter les dispositifs d'appui à la coordination. Donc, le logiciel Sphère est l'outil métier des dispositifs d'appui à la coordination et comporte pour cela un certain nombre de fonctionnalités, notamment de pilotage et de gestion des structures. Donc, ça permet aussi aux acteurs sociaux de donner accès à un certain nombre de données sociales des usagers, de pouvoir échanger avec les DAC
les établissements médico-sociaux également et les établissements sanitaires pour les coordinations, les préparations des sorties d'entrée d'hospitalisation, la sollicitation des dispositifs d'appui à la coordination et puis les liens ville-hôpital pour un certain nombre de pathologies ou de filières particulières. Et puis, ça permet aussi, pour les tutelles, de pouvoir améliorer les parcours et essayer de donner la meilleure réponse en termes d'offres sur certains territoires. Alors, oui, je l'ai déjà dit, mais on va le répéter. Deux axes, en fait, la coordination, on va dire, de proximité au quotidien, qui est la plus fréquente, on va dire proximité, enfin, coordination usuelle, c'est-à-dire avec l'équipe rapprochée qui prend en charge le patient. Et puis, pour à peu près 5% de la population, la coordination des parcours de santé complexes. Quelles fonctionnalités dans Sphère? Donc, premier point, on est appuyé sur un annuaire qui reprend l'ensemble des acteurs de la région et donc qui permet d'aller très rapidement intégrer un professionnel, un partenaire dans le cercle de soins et de partager tout de suite le dossier avec ce partenaire en respectant une matrice d'habilitation, bien sûr, et de pouvoir commencer à échanger. On y trouve un agenda partagé, un cahier de liaison pour pouvoir échanger entre membres d'une structure, une messagerie instantanée, donc une espèce de WhatsApp, on va dire, sécurisé, et puis tout un système d'alerte et de notifications qui sont paramétrables par professionnel et par patient. Et puis, pour des situations plus complexes, on a des outils de repérage, des outils d'évaluation avec un certain nombre de grilles qu'on peut intégrer. On peut élaborer et suivre les plans de santé dont on a parlé tout à l'heure en introduction, et puis des outils de pilotage d'activité, et notamment pour les DAC pour l'instant. Vous avez en fait le bureau de tous les smartphones, de tous les professionnels de santé à partir de demain. Enfin, je plaisante un petit peu, mais je n'ai pas préparé ce bureau, c'est mon bureau de smartphone. Et on retrouve un petit peu les différents outils dont on vous a déjà parlé. Donc, Mélis, qui est en fait la MS Santé, on va bientôt changer le sigle. Vous avez l'ancien DMP. Là, je n'ai pas encore le sigle puisqu'ils n'ont pas encore déployé la version en mobilité de leur plateforme. Et puis, vous avez Sphère. Donc, Sphère, je vais cliquer dessus. Je vais me connecter. Et j'accède tout de suite un petit peu à tous mes patients qui sont aujourd'hui en coordination. On a créé une patiente pour ce soir qui s'appelle Madame Gipette. Vous allez en entendre parler un petit peu plus tard. Et j'accède directement au dossier de Madame Gipette. Madame Gipette, elle a des partenaires autour d'elle, à savoir une équipe de soins primaires qui s'occupe d'elle. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une patiente qui a 83 ans, qui a une maladie d'Alzheimer, et puis dont le mari est fatigué, etc. Mais voilà. Donc, on a une liste de partenaires qu'on a établie avec un médecin traitant, une orthophoniste, un pharmacien, une infirmière, un masseur kinésithérapeute et un deuxième infirmier. Ça, c'est une demande qu'on est en cours et c'est assez général. Pour les infirmières, c'est de pouvoir inscrire un cabinet d'infirmiers plutôt que chaque infirmier individuellement. C'est des développements qui sont à venir. Donc là, vous avez l'équipe de soins qui s'occupe de cette patiente en coordination courante. On a un journal. Là, je suis dans le journal. Voilà, on a fait quelques petits tests avant. Où je peux tout de suite chercher avec l'ensemble des personnes qui sont dans le cercle de soins. Bon, on peut marquer, allez, je vais mettre essai parce que bon, on ne va pas faire preuve. Et puis, je l'envoie. Et là, en fait, toutes les personnes qui étaient dans le cercle de soins, en fait, reçoivent le message. On va voir si quelqu'un répond. Ce n'est pas impossible, on va voir, puisque c'est des gens qui existent. Et enfin, donc là, ça permet de tchatcher. On peut échanger des photographies. Vous avez vu qu'il y avait un commentaire sur une photo que j'avais envoyée. Je peux également, donc là, je suis en coordination légère. La personne, je communique avec l'infirmier, le kiné, l'orthophoniste qui peut me faire des remarques. Mais il peut aussi, à un moment, y avoir un problème. Et le problème, c'est quand la personne, par exemple, se casse le bras ou il produit quelque chose qui fait que la dépendance
de ce patient augmente de façon très importante et je vais avoir besoin de l'appui du dispositif du DAC, on va dire. Et là, j'ai dans l'application un guichet d'orientation qui va me permettre, on va faire l'étape suivante, qui va me permettre de signaler automatiquement, en cochant une case, elle est à domicile, on peut la joindre, et puis elle a des problématiques, voilà, elle s'est cassée, bon, je ne vais pas le remplir en direct, ce n'est pas le lieu, mais je vais cliquer et je vais envoyer cette sorte de signalement. Et automatiquement, le dossier qui est actif, y compris au niveau du DAC, du dispositif de coordination des soins, sera activé et une gestionnaire de cas, etc., prendra en charge le patient pour nous aider à coordonner ses soins. Donc, on a donc une coordination simple au quotidien qu'on peut très facilement compléter en cas de coup dur grâce au guichet d'orientation qui va, sans recréer de nouveaux dossiers, activer ce dossier-là au niveau du DAC et provoquer l'intervention du DAC. Voilà. Sphère, les fonctionnalités de base, c'est ça. Michel, on a une question. Est-ce qu'on peut communiquer avec une seule personne du groupe et pas forcément tout le groupe en lien avec le patient? Alors, pour l'instant, on communique avec l'ensemble du groupe. On a des développements en cours, c'est des demandes qui sont en cours, c'est dans la liste, dans la liste des choses à faire, c'est qu'on puisse s'adresser à une personne. Vous avez vu, il y avait un petit arrobase, ça permet de dire « je m'adresse à telle personne » pour le cibler, mais l'ensemble de l'équipe de soins prend connaissance du fil en fait, de ce journal du patient, en l'état actuel des choses. Il y a Brice Margatte qui dit qu'on a la possibilité aussi avec la MSS du coup, de communiquer. Alors, la différence entre la MSS et Sphère, c'est que Sphère est un outil qui est centré patient, alors que la MSS est un outil qui est beaucoup plus professionnel. Alors, on peut bien sûr, on peut tout faire, on peut prendre, c'est tout l'objet de cette soirée, on peut prendre la MSS et envoyer un message en disant « je te parle au sujet de Madame Gipette et j'aimerais bien que ça, etc. etc. » Bon. Après, ça va dépendre du message qu'on veut passer. Et on a les deux outils. En fait, moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange d'avoir quelques outils, il ne faut pas en avoir plein, d'avoir quelques outils et en fonction de ce que je veux faire, d'utiliser l'outil adapté. Je crois que c'est l'enjeu de la réunion de ce soir. Je m'aperçois que Sphère, j'ai une notification sur Sphère. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe. On va voir. Alors. Une urgence, j'appelle la patrouille. Bon, voilà. Donc, on a, voilà, là, c'est bon, voilà, j'avais dit que peut-être ce soir, il y aurait, voilà. Donc, on a la réponse, une réponse, et ça fonctionne. Bon. Un autre outil, ou plutôt un panel d'outils, donc TELIS, c'est le nom en région du service de télésanté, qui permet de faire beaucoup de choses qu'on va voir tout de suite après. Voilà, merci. Donc, en fait, voilà, une multitude de services donc, qui s'appuient sur un annuaire donc, qui permet d'afficher l'offre de téléexpertise et la possibilité de mise en relation. Donc, ça permet de faire la téléexpertise, la téléconsultation au domicile du patient, les téléconsultations assistées, du télésoin, téléstaff, la visiorégulation, et puis, dans le cas de Covid, du télésuivi. Alors, ce sont des services qui sont accessibles à tous les professionnels de santé, en libéraux, en établissement sanitaire et médico-social. Donc, un accès qui est sécurisé, qui ne nécessite pas d'installation, que ce soit en mobilité ou sur le navigateur, avec des agendas, la possibilité de payer en ligne les actes pour la téléconsultation, une structuration au niveau de la téléexpertise et une traçabilité des échanges, la facturation des actes de téléexpertise directement dans l'outil, et puis c'est un produit qui est évolutif et qui a su s'adapter pendant la crise Covid notamment et permettre des usages assez importants. Alors, quelques exemples. L'annuaire de téléexpertise permet
tout de suite de voir quelle est l'offre qui existe dans la région et facilite la mise en relation des différents professionnels. Donc, ça permet de décrire l'offre d'un professionnel qui peut être requis en région centre, hein, donc il va exposer sa capacité et son offre. Faciliter aussi la recherche par spécialiste, par localisation géographique, de mettre en relation les demandeurs avec les experts pour pouvoir avoir des demandes d'avis assez fluides. Je rebondis sur ce que tu as dit, sur les fonctionnalités que peuvent avoir de tels outils. Je sais qu'il y a pas mal d'orthophonistes présentes ce soir. On peut tout à fait imaginer du télésoin avec un outil de téléconsultation. Ça s'est fait pendant la période Covid où on se met en relation, l'orthophoniste se met en relation avec un de ses jeunes patients ou un patient âgé et peut faire à distance une télé-rééducation. Alors, c'est comme un petit peu nous en médecine, je veux dire, rien ne vaut une consultation en présentiel, etc. Mais dans certaines circonstances, et Covid en a été une qui nous a bien impacté depuis 2 ans, eh bien, les téléconsultations ont explosé et ces outils-là ont permis de faire du télésoin. Pour l'instant, le sigle, c'est comme pour le DMP, on n'a pas encore le bon sigle. Là la télé, c'est Mycovo. Alors, il faut que les âmes sensibles fassent un tout petit peu attention. Donc, on a 2 outils qui sont sur mon smartphone, la téléconsultation, donc qui permettait de faire des téléconsultations pendant la période Covid. On en a fait dans notre centre d'examen Covid, et la téléexpertise. Donc, j'ouvre la fonctionnalité téléexpertise. Je vais choisir un patient, on ne regarde pas trop le nom. Alors, c'est là qu'il faut les âmes sensibles, attention. Voilà, c'est une patiente qui a cette plaie-là, ça fait très, très longtemps, etc. Et elle a ça, en fait, sur les 2 jambes, des 2 côtés, etc. Et franchement, j'ai besoin d'un avis un petit peu spécialisé. Donc, j'ai demandé c'est une infirmière spécialisée en plaie chronique de demander son avis. Alors, c'est compliqué parce que cette patiente, elle a une polyarthrite rhumatoïde, elle est sous méthotrexate, on vient de lui changer une valve cardiaque, etc. Donc, je suis un peu embêté. Eh bien, je crois que c'est 1 heure après, j'ai eu cette réponse, quoi. Je veux dire, c'est typiquement de la téléexpertise et où ce que j'observe, on ne va pas faire le détail, mais elle me donne tout tu as pu arrêter le méthotrexate, c'est bien parce que ça empêche la cicatrisation. Donc, vraiment une expertise d'une infirmière spécialisée en soins de plaie chronique qui va orienter les soins. Et cette téléexpertise, je l'ai bien sûr éditée sous format PDF et je l'ai transmise à l'infirmier qui s'en occupe au quotidien. On aurait eu Sphere, je lui aurais transmis, je lui aurais transmis via Sphere. Ça en fait typiquement partie. Donc, dans la prise en charge de cette patiente, je me suis servi d'une téléexpertise. J'ai un compte-rendu qui est un petit peu complexe, mais très argumenté. J'ai en mémoire un autre cas d'une lésion un petit peu suspecte du visage où la personne a été opérée 3 jours plus tard d'un mélanome. Parce que ça ne faisait vraiment pas, mais quand même, il y a eu un avis chirurgical très vite sur une activité de téléexpertise. Voilà, la téléconsultation, je ne vais pas vous la montrer là, mais j'ai parlé donc des télérééducations en orthophonie ou dans d'autres domaines. Vous avez ce sigle-là, GSPOT, là. Eh bien, on vous a parlé de ICPTS. Alors, je vais pas en parler beaucoup plus, mais c'est un outil réseau social d'entreprise non centré patient, donc avec une sécurisation qui n'est pas comme celle des autres outils où il faut un identifiant, mot de passe ou l'empreinte digitale, mais où on gère. Tiens, on retrouve mon collègue kinésithérapeute. Comme quoi, les CPTS, ça fait vraiment se poser ensemble et c'est vraiment super. Et là, on a un petit peu, bon, je ne vais pas refaire toutes les fonctionnalités, mais toutes les activités de la CPTS hors prise en charge de patients. On ne parle pas de patients. C'est juste, tiens, il y a le conseil d'administration, l'AG, etc., et les différentes actions, et que fait la commission e-santé, etc., etc. Comment corriger une faute d'orthographe dans le nom de famille dans mon espace santé? Alors, la difficulté de mon espace santé, et ça, vous allez tous le voir dans vos logiciels métiers, c'est que tous les logiciels sont en train d'intégrer l'INS, et que s'il y a une erreur de faute d'orthographe dans l'identité officielle du patient, on peut difficilement la corriger, quoi. Il faut faire remonter et faire une correction
au national, mais je laisse répondre la technique. Non, on découvre nous aussi, c'est un déploiement qui est tout frais. Et honnêtement, là, je pense que c'est avec l'assurance maladie en fait qu'il faut voir ça. Ouais. Des bases d'assurance maladie. Et on va être très sollicité pour connaître les noms de naissance des femmes. Et c'est pas simple. Théoriquement, il y a aussi le lieu de naissance, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Moi, j'insiste bien sur l'INS. C'est un petit peu ennuyeux aujourd'hui parce qu'il faut qualifier les identités et tout ça, mais par contre, ça va apporter une qualité d'identito-vigilance tout à fait majeure, et notamment en réception de documents, que ce soit la biologie, la radiologie ou les courriers. Ça arrive dans notre boîte. Il y a l'INS et puis d'autres choses dedans, et mon logiciel, dès aujourd'hui, il sait le reconnaître. Il n'y a qu'un seul numéro par patient, il va forcément le mettre dans le bon dossier. Ça, c'est quelque chose de très important, même si c'est un petit peu empoisonnant au départ. Sphere est un outil qui peut être utilisé par les coordinateurs de maisons de santé, notamment pour faire le lien dans le cadre des RCP. Et la réponse, elle est oui. Hein. Sphère par rapport à la MS Santé, à la MSS, je dirais, c'est ouvert au médico-social et au social. Ça veut dire que on peut imaginer que dans le cercle de soins, le cercle de soins autour du patient, il peut être très large, quoi. Il n'est pas que sanitaire, loin de là, quoi. Notamment quand on va vers le DAC. Et donc, oui. Ça veut dire que ça peut être une assistante médicale, une secrétaire médicale qui gère le dossier, qui active le DAC, voilà, c'est beaucoup plus maniable et fait pour que les messages de sécurité de santé ou le DMP. Par exemple, une secrétaire médicale ne peut pas accéder aux données médicales de mon espace santé d'un patient, par exemple. Comment créer un compte Sphère? Donc, Tiffany Honor vous a mis un lien pour la création du compte dans la discussion. Et sinon, on vous enverra aussi un flyer sur lequel est précisée toute la marche à suivre. Oui, merci Mylène. Et puis du coup, je vais renvoyer la page plus globale avec la petite vidéo aussi, qui permet de resituer un petit peu l'outil et compléter tous les propos qui viennent d'être dits. Donc, Madame Gipette, 83 ans, vit à domicile avec son mari, non pas d'enfant. Elle est atteinte d'une maladie d'Alzheimer qui est diagnostiquée depuis 3 ans. Et donc, on lui ouvre un dossier dans Sphère pour une prise en charge coordonnée de proximité sans l'intervention du DAC, donc le médecin traitant, et donc les partenaires qu'on a vus tout à l'heure, que Jean-Michel vous a montré, donc une infirmière, le pharmacien, le masseur kiné et puis un orthophoniste. Donc tout ça en mobilité, et donc c'est, on va dire, un dossier qui permet déjà d'échanger et qui pourra éventuellement, en cas de besoin, être transmis au DAC si la situation vient à se compliquer. Là, juste une petite marche arrière. La toute petite phrase qui est en bas, je ne l'avais pas trop vue, elle est écrite en tout petit. En fait, le dossier est utile tout de suite. Très utile tout de suite. Mais si la situation vient à se compliquer, comme le dossier est créé, on n'aura pas à en recréer un, on pourra activer le DAC. C'est vraiment, donc, il est très utile tout de suite. Alors, très rapidement, on va voir un petit peu comment évolue Madame Gipette. Donc, son dossier a été créé au mois de décembre 2021. Le 15 janvier dernier, elle va à une séance d'orthophonie et en revenant, paf, elle tombe, elle se casse le bras droit, elle est envoyée aux urgences. Donc, pendant ce temps-là, son mari, lui, donc elle revient à domicile, pardon. Son mari commence à être un petit peu fatigué, il a du mal à assumer toutes les tâches ménagères, faire la cuisine, s'occuper, laver et habiller sa femme. Et donc, on décide, le médecin traitant décide d'orienter la patiente en EHPAD pour un hébergement temporaire. Et donc là, on aura une sollicitation du DAC qui va, lui, chercher un hébergement et donc utilisera d'autres outils, notamment via Trajectoire. En EHPAD, Madame Gipette, ça ne se passe pas bien, elle ne voit plus son mari, qui ne peut pas lui rendre visite, donc elle commence à avoir des angoisses, à refuser de s'alimenter, et du coup, l'équipe soignante d'EHPAD ne sait pas trop quoi faire, et donc sollicite une téléexpertise et présente son dossier à un téléstat de gérontologie. Finalement, elle va mieux, au mois de mars, quelques jours après, et il est décidé de préparer son retour à domicile
avec la mise en place d'un portage de repas. Et puis, donc, le temps que ça s'organise, elle sortira le 20 mars. Voilà. Donc, c'est vraiment une situation, je pense, assez classique, qu'on va essayer d'illustrer à travers les différents outils dont vous avez vu là les sigles et dont on a parlé tout à l'heure. Donc, cette Madame Gipette, donc, elle va à sa séance d'orthophonie, elle tombe, se fracture le bras droit, et donc, du coup, elle est à domicile et son mari commence à s'épuiser. Donc, l'équipe médicale de proximité décide de solliciter le DAC à travers SPHER pour pouvoir orienter vers un hébergement temporaire en EHPAD. Donc, on verra. Puis après, c'est plus. Voilà, donc on a ici l'entourage professionnel qui est là, donc les infirmiers, le médecin traitant, le pharmacien, l'orthophoniste, le kiné. On peut prendre la suivante, dans SPHER. Et donc, on peut voir ici les séances de rééducation d'orthophonie qui sont dans l'agenda de la patiente. Et ensuite, on peut revenir sur chacun des rendez-vous pour y noter le compte-rendu et comment se dérouler la séance si on le souhaite. On a un projet de coordination qui est complété avec les différentes problématiques qui ont été identifiées, un certain nombre de préconisations, et puis les acteurs qui vont intégrer qui vont participer à la réalisation. Ensuite, on pourra avoir le suivi de ces différentes actions à travers ce plan de coordination. Si le médecin le souhaite, il peut renseigner un certain nombre d'éléments qui lui paraissent essentiels. Ce n'est pas une obligation. On répète juste là que SPHER n'est pas le dossier dans le logiciel de cabinet et ce n'est pas non plus le DMP. Donc, on doit y trouver simplement les informations qui sont strictement nécessaires à la coordination des acteurs. Et donc, là, on voit que le dossier de coordination, le projet de coordination a été complété avec les différentes séquences d'intervention, le SIAD, 4 fois par semaine, etc., l'orthophoniste toutes les 2 semaines, avec un niveau de priorité. Comme on l'a vu déjà tout à l'heure, ici, le journal, donc la messagerie instantanée, qui permet de voir le fil de discussion entre les différents acteurs. Voilà, donc c'est Frankenstein qui a signalé que Mme Gipette avait chuté en venant de son rendez-vous avec l'orthophoniste et s'est fracturé le bras. Et donc du coup, donc, comme le patient est à domicile avec le bras cassé, l'époux se fatigue et donc on va solliciter le DAC à travers le guichet d'orientation. Donc, c'est la petite croix en bas de l'écran, la petite croix verte, donc qui permet, on peut aller à la suivante, de renseigner directement la demande, d'expliquer quel est le motif de la demande et pourquoi on sollicite le DAC, à quelle fin. Et ensuite, on envoie la demande au DAC qui va recevoir cette demande dans une liste d'attente. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va directement prendre connaissance de la demande, avoir accès aux informations du dossier et pouvoir répondre que la prise en charge est acceptée par le DAC et le DAC va pouvoir démarrer, on va pouvoir démarrer la recherche d'un hébergement temporaire en utilisant Via Trajectoire et ensuite donner la réponse à travers SPHER. Donc, Madame Gipette est à l'EHPAD en hébergement temporaire. Elle est très angoissée. Elle a perdu 3 kilos, ne veut plus s'alimenter. Elle veut rejoindre son mari qui lui manque beaucoup et elle veut rentrer chez elle, mais il faut qu'on ait quand même une conduite à tenir. Et l'équipe de l'EHPAD souhaite avoir un avis, donc une telle expertise par le pôle de gérontopsychiatrie et puis proposer le dossier en discussion dans un téléstaff pluridisciplinaire. Et donc, ce téléstaff décide, avec quelques conditions, qu'elle pourra retourner à domicile, je peux passer à la suivante, à condition qu'elle puisse avoir un portage de repas
un renforcement de passage d'infirmier libéral et puis de la kiné intensive avec la rééducation de son bras. Donc, on va mettre à jour son projet de coordination en intégrant le problème qui est lié aux troubles nutritionnels, la dernière ligne, et donc l'action qui a été mise en place, le portage de repas 2 fois par jour avec un niveau de priorité élevé. On peut aller plus loin. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé que le DAC a trouvé le service d'aide à domicile qui va réaliser le portage de repas, on intègre ce professionnel ou cette structure dans le cercle de soins de la personne et ensuite va pouvoir interagir sur le plan d'action. Clairement, on voit que dès le départ, elle a sa maladie d'Alzheimer, elle est à domicile, elle est âgée, elle a donc un dossier de coordination simple en mobilité, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Elle se casse le bras. Une personne qui a une maladie d'Alzheimer, qui n'a plus qu'un seul bras, qui est âgée avec le mari, voilà, elle est très dépendante. Et on va voir un petit peu tout à l'heure, la question de son retour à domicile, elle se pose dès le service d'urgence. Et après, on n'est pas dans un cas par... Voilà. Donc, la question dès la fracture du bras, c'est on active le DAC. Le DAC, le dossier est activé. Et c'est surtout le DAC qui va avoir accès aux écrans que vous avez vus, qui est la version ordinateur en fait de Sphère. On a tous accès à cette version. Ça veut dire que dès qu'on a créé un dossier, si je vais dans Sphère sur mon ordinateur, j'aurai toute cette plateforme. Mais cette plateforme, c'est une plateforme de gestion de DAC qui est donc très complète. Je ne vais pas dire complexe. Elle est très complète parce qu'il faut qu'elle soit complète. On a des tas de choses à pouvoir mettre dedans, des agendas, trouver des ressources, etc., etc. Mais moi, en tant que professionnel de santé de premier recours, c'est essentiellement de la fonctionnalité en mobilité de Sphère dont je vais me servir, jusqu'à le signalement. Si elle rentre, si elle rentre à la maison avec son bras et qu'on m'appelle, souvent c'est comme ça que ça se produit, elle se casse le bras, elle rentre à la maison et puis on m'appelle tout de suite parce que ça ne va pas, quoi. Je veux dire, on ne va pas jamais y arriver. Et donc j'arrive à la maison et patatras, il se passe que là je vais prendre le guichet d'orientation et je vais activer le DAC. Et toute la partie un petit peu de qu'est-ce qu'on fait pour aider Madame Gipette va être faite par le médecin traitant, l'équipe qui s'en occupe, et le DAC, qui va surtout, le DAC, se servir de cette version ordinateur de Sphère, qui est beaucoup plus complète. Je le répète encore une fois, il ne faut pas que ça fasse peur, ces écrans un petit peu compliqués où on a du mal à s'y retrouver. Et donc, quand on suit, on a la mobilité simple, le DAC qui est activé, différentes actions pendant toute la période quand la personne, quand Madame Gipette revient à son domicile, on la recoordonne grâce à notre outil en mobilité. Et puis éventuellement, on jette un coup d'œil sur son dossier DAC parce que, mais bon, je ne vois pas trop. Voilà, les choses sont mises en place, et etc., etc. Et à la fin, elle revient à domicile, on lui a retiré son bandage, ou on lui a retiré, enfin voilà, elle a été opérée ou pas opérée, on lui a retiré son bandage. On se retrouve dans la première situation et on reprend une coordination légère en ambulatoire sur nos smartphones avec tout l'historique de ce qui s'est passé, bien sûr, dans son dossier, ce qui fait que c'est une personne de 83 ans, il va lui arriver encore d'autres tuiles et on va réactiver le DAC, etc., etc. Donc vraiment, c'est ça le cheminement de ce type de patient. Pour orienter un patient au DAC, il faut son consentement, il me semble. Est-ce que c'est une contrainte pour se faire? Il faut le consentement rien que pour faire son dossier. Oui. Ça veut dire que pour ouvrir un dossier dans Sphère, il faut dire, il faut demander à la personne, vous êtes d'accord pour que je vous crée un dossier? D'ailleurs, on lui demande un petit peu, les gens qui sont autour d'eux, l'infirmier et tout ça, et en disant, c'est pour mieux coordonner vos soins. Il faut l'accord, c'est rarement refusé, quoi. Question, qui peut déclencher le DAC? Seulement le médecin ou d'autres professionnels de santé? D'autres professionnels. C'est n'importe qui. C'est d'ailleurs l'initiative de la création du dossier en mobilité. Ça peut être une infirmière, ça peut être n'importe qui. Et ça peut être tout à fait le service d'urgence qui mobilise le DAC, si on s'interroge sur la possibilité de retour à domicile. On en parle lorsque les identifiants reçus pour Sphère ne fonctionnent pas. On a pris le grade.
Il faut contacter le grade, il faut contacter les chargés d'accompagnement. Oui, ou appeler le grade, n'importe, on relaie l'information de toute façon. Vous aurez tous les contacts de toute façon. Après, il y avait la question qu'on s'est posée aujourd'hui aussi, Emmanuel, sur le rôle du numéro que certains ont découvert depuis quelques semaines sur le 05 subordinatum. Voilà. Donc ça, mais on reviendra vers vous sur cette communication-là. Et le grade, c'est le GIP e-santé Centre-Val de Loire, l'ancien GCS e-santé. Donc on est tous ensemble, c'est la même chose. Mais effectivement, voilà, pour répondre à vos questions, le grade, c'est des groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé. En cas d'urgence, est-il possible d'avoir accès sans être inscrit? C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, qui est l'auto-enrôlement pseudo-bris de glace. C'est en train d'étudier avec l'éditeur, avec un certain nombre de précautions, mais on y travaille. Pour l'instant, non. À ce jour, non. Voilà. Comment modifier son adresse mail dans ses paramètres? Appelez-nous, on va résoudre votre problème. Ils ont le lien vers notre site. Oui, ça a été renvoyé. Quelle complexité ou durée pour un médecin généraliste de créer un dossier patient sur Sphère? Il n'y a pas d'obligation de saisir tous les items des formulaires, mais il peut être intéressant de repérer les patients qui risquent à terme, comme Ginette, de nécessiter une coordination. Oui. Alors, pour créer, je ne sais pas où Jean-Michel tu veux répondre, pour créer un dossier, en fait, je pense qu'on est sur 4 clics. Oui, c'est très, très simple. En fait, on a la région, on avait travaillé sur PRPA, personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Ça veut dire qu'il faut créer ces dossiers-là en amont, j'allais dire. C'est un peu comme des dossiers de précaution pour rentrer en EHPAD, il faut s'y prendre bien à l'avance. Et effectivement, c'est très simple. Enfin, personnellement, bon, voilà, c'est tous mes patients en ALD qui sont d'accord, qui ne sont pas jeunes, hein, c'est-à-dire les patients jeunes de 25 ans qui ont un diabète, voilà, je ne vais pas leur proposer, mais toutes les personnes de plus de 75 ans qui sont en ALD, je vais leur proposer d'ouvrir un dossier Sphère qui permet d'ailleurs d'identifier de façon assez nette, parce que ce n'est pas si facile que ça, je veux dire, l'infirmier, le kiné et tout ça. J'en profite pour rebondir sur un truc qu'on a vu apparaître tout à l'heure qui était ROR. Voilà, c'est un outil justement où on peut retrouver les professionnels de santé et les intégrer assez facilement dans ce type d'outil. Donc, avoir un patient, identifier l'équipe qui s'en occupe, dès lors qu'il a un certain âge et qu'il est en ALD, ça paraît judicieux, quoi, je veux dire, à partir du moment où il est d'accord. Parce que voilà, ça n'est plus à faire et puis voilà, quoi. Et souvent, la complication, elle est brutale, quoi. Donc, si au moment de la complication, il faut créer son dossier, etc., puis il n'y a plus de rétrospective, alors que sinon, il y en a une, quoi, je veux dire. Donc, moi, voilà, c'est mon analyse personnelle. Après, chacun fait voilà, c'est comme il veut. Je pense que à côté de mon espace santé, de la MSS et tout ça, l'outil Sphère dans une région comme la région Centre-Val de Loire est un outil qui est important, qui est attendu d'ailleurs. Hein. Comment on fait pour ouvrir au médico-social la coordination des soins autour d'un patient? C'est un outil, il n'y en a qu'un seul, qui est centré sur le patient, hein, qui permet de chercher autour. Je crois qu'il ne faut pas s'en priver, quoi. Et il y a le nom, le prénom, la date de naissance, le fait qu'il est d'accord, et puis c'est tout. On parle beaucoup de personnes âgées et ou ALD pour Sphère, mais cela peut-il être adapté pour d'autres besoins de coordination du type suivi psychologique? Bien sûr, le handicap, suivi psychologique, tout. Hein, c'est un peu des histoires de priorité, enfin, voilà, qu'on se donne, mais c'est ouvert à tout le monde. On peut ouvrir à tout le monde. Le handicap, enfin, souvent on parle de… Et d'ailleurs, c'était la même chose dans PAERPA. On disait personnes âgées en risque de perte d'autonomie au-dessus de 75 ans. Mais non, enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont en risque de perte d'autonomie, qui ont perdu leur autonomie avant. Et donc, tous ces patients-là ont vocation à être sur Sphère, bien sûr. Quelle temporalité pour une opérationnalité de l'outil? Entre parenthèses, implémentation des professionnels de santé. C'est opérationnel tout de suite. Vous faites une demande de compte. C'est, on va dire, 24 heures maximum peut-être. À condition d'être bien inscrit dans le ROR et qu'on ait toutes les informations à jour. Sinon, ça prend un petit peu plus de temps. En pratique, en fait,
on va dire un médecin, mais ça peut être quelqu'un d'autre, mais un médecin crée par exemple pour 10 de ses patients en ALD l'équipe de soins primaires. Ça va solliciter plusieurs infirmières, plusieurs pharmaciens, éventuellement plusieurs kinés. Et donc, ces professionnels sont déjà dans la base droit, donc sont très chargés, je dirais, sur Sphère. Et vont être sollicités, en fait. On va dire, tiens, voilà, tu es. Alors après, si on fait partie de CPTS, tout ça, on peut lui signaler, tiens, je t'ai rajouté sur un de mes patients. Mais une fois que le professionnel est sollicité et puis dit oui, d'accord, je m'inscris dans cette démarche Sphère, il faut son mail, il n'y a même pas besoin du portable, j'ai appris là, il faut que ce soit bien identifié dans le RAR, et puis il y a la sollicitation, et puis on est actif. Voilà. Alors, juste pour ajouter, par exemple, si Jean-Michel veut associer pour un patient une infirmière avec laquelle il n'a pas l'habitude de travailler, il va pouvoir la choisir puisqu'elle est dans le ROR. Si cette infirmière n'a pas encore un compte créé dans Sphère, ça va nous envoyer un message, nous, au niveau du GIP, pour nous dire qu'il y a une demande de création de compte pour telle personne. Et donc, on va revenir vers cette personne pour lui créer son compte. Du coup, en fait, ça facilite le processus d'enrôlement et du coup de propagation de l'utilisation d'outils. Et une fois qu'ensuite cette infirmière aura son compte de créé, elle pourrait être associée très rapidement dans d'autres prises en charge, et à chaque fois qu'elle va être rajoutée dans un dossier patient, elle va recevoir une notification en disant « Le docteur Lemaitre vous a rajouté dans l'équipe de prise en charge de Madame Gipette ». Bonjour à tous. En fait, ma question était plutôt pas en termes, pas sur l'inscription en tant que telle, mais plutôt quelle temporalité est envisagée, quelle projection en gros pour que ce soit réellement opérationnel en termes de coordination des soins. Si j'ai bien compris, il faut évidemment que les professionnels soient inscrits sur Sphère, et donc du coup. Voilà, quelle opérationnalité dans les mois à venir, avant la fin de l'année, pour que ce soit vraiment efficace pour tous les... qu'il y ait une vraie coordination entre tous les acteurs de santé. J'ai envie de dire, ça appartient à chacun, parce que l'outil est disponible aujourd'hui, et on peut créer des comptes très rapidement, en masse aussi. Après, c'est avec quel professionnel vous avez les premières urgences pour prendre en charge des patients dans des situations que vous avez déjà identifiées. Faites-nous savoir, on peut les rencontrer, on peut organiser des sessions de formation, on s'adapte. Et demain matin ou la semaine prochaine, vous pouvez démarrer avec de nouveaux partenaires. Enfin, là maintenant, c'est ouvert, j'ai envie de dire, à vraiment toute sollicitation et tout besoin partout dans la région. C'est ce que vous faites, c'est ce que l'équipe fait déjà aujourd'hui. On va rencontrer des CPTS, à la demande, voilà. Juste, Tiffany Lonner, pour prendre un exemple très concret, ce matin, j'étais avec une chargée de déploiement, la chargée de déploiement du GIP du 45, avec 3 coordinatrices de CPTS en présence d'Emmanuel Vanier au sein de la FEDE. Et c'est ce que je redisais ce matin, c'est-à-dire qu'on s'adapte, il y a des webinaires qui sont en place, etc. On s'adapte à l'accompagnement. Là, par exemple, les 3 coordinatrices de CPTS du Loiret ont voulu, mais elles sont là pour certaines, souhaitent être formées en super utilisateurs pour accompagner leurs professionnels, ce qui sera des modalités différentes pour d'autres territoires. Mais nous, on s'adapte vraiment à la demande et on s'appuie sur vous. Vous avez la connaissance du territoire, de vos professionnels. Et ça, pour nous, c'est super important. Et ce qui a été conclu sur cette réunion de ce matin, c'est finalement faire des binômes entre un chargé de déploiement du GIP qui maîtrise un peu plus l'outil et un coordinateur de CPTS qui maîtrise le territoire et maîtriser ses professionnels, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui connaît en tout cas le terrain et ses professionnels. Donc ça, c'est vraiment une co-construction à faire ensemble et on n'a pas de schéma. Voilà, on a une offre entre guillemets de formation, mais on s'adapte à chaque territoire et aux dynamiques qui sont différentes parce qu'on se rend bien compte que chaque territoire est particulier et c'est normal. Donc là, n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. Autre question, toujours relative au consentement. Si la personne n'est pas en capacité de donner son consentement, comment faire pour créer son dossier? C'est comme dans la vie sans Sphère. C'est comment vous faites aujourd'hui pour créer un dossier dans vos logiciels, comment vous faites pour prendre en charge. Soit il y a des représentants légaux, soit
La personne de confiance. Voilà. De plus en plus, même dans mon espace santé d'ailleurs, on incite les gens à désigner des personnes de confiance. Et si la personne de confiance d'une personne qui ne peut plus donner son consentement dit oui, je suis d'accord que vous coordonniez les soins pour la personne, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle médico-légal à le faire, quoi. Je veux dire, on n'est pas. En plus, on est vraiment sur du médico-social, on n'est pas dans du sanitaire dur, quoi. Je veux dire, on n'échange pas du diagnostic, on n'échange pas des choses comme ça. On échange de la personne est essoufflée quand elle monte, il faudrait lui mettre des supports dans sa douche, il faudrait du portage de repas, elle est déprimée, elle est tombée 3 fois, il faudrait peut-être la mettre en éducation thérapeutique pour les chutes et tout ça. Et ça, c'est bon, voilà, on peut s'opposer à ça, mais bon. Je ne crois pas qu'il y ait de gros risques médico-légaux. Est-il possible pour vos équipes d'intervenir dans des MSP pour présenter l'outil? Bien sûr, avec plaisir. Et là, pour ça, on a un référent par département. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. En fait, on s'adapte. Sur certains secteurs, ça sera plus au niveau des CPTS. Sur d'autres endroits, ce sera plus avec les DAC. Sur d'autres endroits, ce sera plus de l'individuel ou effectivement en MSP, voire les ESP. Donc oui, nous, on s'adapte dans la limite du raisonnable, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire non plus dans la semaine si vous nous demandez ça pour le lendemain, mais en planification, il n'y a aucun problème et voilà, et c'est très riche justement de connaître les territoires et de s'adapter. Donc nous, on sera présent. Existe-t-il un outil qui pourrait permettre de faire une visio sécurisée pour faire une réunion pluripro de l'équipe de soins autour du projet de soins d'un patient? Notre solution de télésanté, elle fait de la télé. Oui, c'est ce que j'allais dire. On est plus sur Télis, ouais. Après. C'est possible. Oui. Sur Télis, c'est possible, visiblement. Est-il nécessaire de suivre une formation pour maîtriser l'outil ou est-ce suffisamment ergonomique et simple pour débuter de premiers usages? J'aurais tendance à dire, je voulais revenir juste une seconde sur la temporalité. Pour ce qui est de la coordination courante, il n'y a pas besoin de formation. Vraiment, on télécharge l'application et puis je ne voulais pas démarrer parce que bon, voilà, mais ça s'ouvre. Enfin, je veux dire, Sphere, si je l'ai démarré devant vous, vous avez l'application, vous faites l'empreinte digitale, vous avez les patients, vous cliquez dessus, vous avez le journal, vous tchatchez, c'est tout. Il n'y a pas besoin de formation. Après, la temporalité, je pense que tout le monde peut commencer, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on fait très raison. Après, c'est la maturité des DAC. Ça veut dire que je ne sais pas, moi je ne connais que mon département. Au moment où j'appuie sur guichet d'orientation, qu'est-ce qu'il y a au bout du fil, quoi, je dirais? Qu'est-ce que ça va déclencher? Ça dépend de chaque département, puisqu'il y a un DAC par département. Donc moi, c'est ça un petit peu. Mais à la limite, je veux dire, même si le DAC n'est pas encore tout à fait prêt, on fait déjà toute la coordination, je dirais, simple, usuelle, etc., qui peut rendre d'énormes services. Et puis au moment, ça y est, le DAC est mis en place, etc., ça fonctionne bien, et on se rejoint au milieu du gué, quoi. Voilà, c'est un peu ces deux tunnels qui se rejoignent, quoi. Alors, juste pour information, comme ça permet de se rejoindre. On donne l'information régulièrement maintenant au DAC des professionnels qui vont utiliser Sphere, ce qui permet de gagner du temps aussi dans le contact, la prise de contact, dans l'éventualité de la sollicitation du DAC par les professionnels de santé libéraux. Donc, ça permet aussi au DAC de se faire connaître si ce n'est pas le cas, et du coup d'avoir cette fluidification du parcours en anticipation, en tout cas en présentant les différents services qui sont proposés aussi par le DAC. Alors, on va faire une sorte de travail pratique et ce que vous allez voir, en fait, c'était un travail qu'on a initié, ça fait en 2017 d'ailleurs. Ça s'appelait les SNACS, Services numériques d'appui à la coordination des soins. Ça change, ne retenez pas le terme, ça change sans arrêt. Sphere, ça ne changera plus. Hein. Mais voilà, où on était parti au niveau de l'URPS et du GIP, d'ailleurs, c'est un travail commun sur différents cas d'usage. Et là, il y en avait un qui était un passage aux urgences. Ça paraît tout simple, mais qu'est-ce qui se passe dans un passage aux urgences? Quels sont les outils existants? Est-ce qu'il en manque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc,
Les acteurs, alors on va passer à la suite, là. On va passer. Donc ça, c'est Emmanuel qui nous avait fait ça. Je lui avais donné des trucs très simples. J'en ai juste un peu en marche arrière. Je lui avais encore un truc très simple, et puis il m'a sorti quelque chose de très compliqué, avec des tas de lignes et tout ça. Par contre, à l'époque, il y avait des points d'interrogation, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits, on ne savait pas quel outil allait être utilisé, puis voilà, etc. Donc, on va aller à la suite. Les acteurs, quand on a un passage aux urgences, il y a la structure sociale, le médico-social et le social autour du patient. Il y a l'équipe de soins primaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a le domicile du patient, il y a le service d'urgence et l'établissement. Donc, on va parler de Madame Gipette. Madame Gipette, elle revient de chez l'orthophoniste, elle se casse le bras et elle ne décide pas d'aller aux urgences, elle se retrouve aux urgences avec son bras cassé. Et donc, le patient se retrouve dans le service d'urgence, c'est au milieu là, et le service d'urgence doit prendre en charge le patient. Alors, il est clair que dans les services d'urgence aujourd'hui, ils courent beaucoup pour aller retrouver, mais cette dame-là, elle ne peut rien nous raconter, elle ne sait même pas si elle est malade du cœur, c'est normal. Elle a une maladie d'Alzheimer, etc. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse aller voir quelque part si quelqu'un aurait eu la gentillesse de déposer de l'information médicale dessus. Eh bien, alors là, on a mis DMP, mais DMP, c'est mon espace santé. Il faut que les services d'urgence consultent mon espace santé des résidents pour accéder aux informations du patient mis en partage par l'équipe de soins primaires et puis d'autres informations déposées par les établissements. Donc ensuite, l'état du patient, on va passer à la suite, permet soit de réaliser les soins dans le service d'urgence, soit nécessite une hospitalisation. Elle n'a pas de chance, c'est une grosse fracture, il faut lui mettre des clous dans son humérus, et là, donc, elle est hospitalisée. Elle se retrouve dans le service de chirurgie, je suis sur la partie de droite. L'anesthésiste, il faut aussi qu'il accède aux données, parce que la dame, elle ne peut bien rien dire. Et puis, il faut dire, cette dame, elle est tombée, on va l'opérer. Et donc là, l'outil pour communiquer avec l'équipe de soins primaires, mais on ne va pas changer la diapo, pour parler à l'équipe qui s'occupe du patient, c'est bien sûr la messagerie sécurité de santé, avec l'INS de la patiente qui fait que l'infirmière, le kiné, le pharmacien, tout le monde sait que Madame Gipette, elle est hospitalisée et qu'on va l'opérer. Si on peut faire les soins dans le service d'urgence, on réalise les soins. On produit un compte-rendu, je suis toujours en train de redescendre, on produit le compte-rendu et il faut le transmettre. Et bien sûr, on le retransmet par messagerie sécurisée de santé à l'équipe de soins primaires parce que ce sont des professionnels qui sont identifiés. Donc, je l'envoie à son médecin traitant, à son infirmier, à son kiné, etc. Le kiné, là, pour le coup, c'est très important parce qu'il va se retrouver avec de la rééducation. Et vous en entendrez souvent passer, je dépose en Y, à droite en bas, les mêmes documents dans mon espace santé de Madame Gipette. Comme ça, si c'est quelqu'un qui ne la connaît pas, s'il y a de voyage, qui la prend en charge, on aura accès à ces documents dans son dossier. Si elle peut rentrer à domicile, donc elle rentre à domicile. On va passer à la diapo suivante. Et là, vous me voyez venir, Madame Gipette. Alors là, on avait des points d'interrogation en 2017. On se disait, comment on fait? Parce que Madame Gipette, elle est Alzheimer, elle s'est cassé le bras, elle ne va plus pouvoir faire la cuisine. Monsieur, il ne sait pas cuisiner. Il y a le portage des repas, mais ça ne résout pas le problème. Donc, soit après retour à domicile, soit directement dans le service d'urgence. Et moi, je pense que c'est directement dans le service d'urgence, parce que beaucoup de complications se produisent par, finalement, elle n'a pas besoin d'être opérée. On lui met le bras au corps, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle, elle tombe, elle se casse le col du fémur et hop, Madame Gipette est de nouveau admise dans le service d'urgence et là, pour le coup, elle va être opérée de sa hanche. Non, il faut que dès ce moment-là, on dise est-ce qu'elle peut rentrer à domicile? Et c'est là que Sphère a toute sa place. Interopérabilité entre le service d'urgence et Sphère qui va permettre de discuter autour, quitte à activer le DAC, comme on l'a vu tout à l'heure, dès ce stade-là, pour dire est-ce qu'elle peut, oui ou non, rentrer à domicile. Le médecin tout seul ne peut pas trop le savoir, l'infirmier non plus, mais l'assistante sociale, un gestionnaire de cas, etc., peut faire cette synthèse. Et dans ce cas, soit on aboutit à un retour à domicile encadré, avec préparation, etc., soit on décide d'emblée que Madame Gipette aille directement dans un service d'hébergement temporaire. Et ça, c'était un schéma qu'on avait fait là, et on a pu remplacer, bien sûr, le point d'interrogation par Sphère. Les messageries sécurité de santé, mon espace santé, on n'a pas besoin de téléexpertise là ou de téléconsultation dans ce cas de figure-là. Et voilà.
un cycle. Voilà. Et des cas d'usage comme ça, on en a 13 en fait au catalogue, j'allais dire. Et avec les outils dont on vous a parlé, on couvre finalement les 13. Il y a quelques usages du style portail hospitalier pour le patient, par exemple, dans la chirurgie ambulatoire, qui ne dépend pas trop de nous, mais effectivement qu'un patient qui doit être opéré en chirurgie ambulatoire puisse avoir un accès à de l'information directement sur l'établissement. Ça, c'est un outil qu'on n'a pas, enfin, qu'on a identifié, mais qui pour l'instant, il y a toujours le petit point d'interrogation, etc., etc. Mais ça nous concerne moins directement. Et sinon, on couvre nos 13 cas d'usage avec les outils qu'on vous a décrits là. J'ai peut-être loupé l'information. Peut-on se connecter à Sphère avec une CPS ou ICP ou ICPS? Pas maintenant. Ça sera possible, on va dire, vers le mois de mai-juin, quand on sera raccordé au socle régional. Et donc, on pourra utiliser une CPS, on pourra utiliser ensuite la ICPS avec Pro Santé Connect. Pour l'instant, c'est identifiant mot de passe et un code à usage unique. Voilà. Et sur smartphone, l'empreinte digitale. Exact. Ou la reconnaissance faciale. Une autre question aussi par rapport à la connaissance de l'outil par le secteur sanitaire et médico-social dans la région. L'outil Sphère, qu'en est-il? Qu'en est-il? On a fait des présentations et on continue à faire des présentations. Demain, d'ailleurs, on fait présentation notamment des outils dont Sphère aux fédérations médico-sociales. Et ensuite, on va décliner en fonction des sollicitations également, les différents secteurs et sur les territoires à la demande. Comment obtenir les outils TELIS? C'est pareil, il faut nous contacter tout simplement sur notre site ou nous appeler et on vous explique comment le faire. On crée le compte si c'est nécessaire, s'il n'existe pas déjà. Voilà. Prendre contact avec nous directement. Voilà, donc toutes ces questions pour accéder aux différents outils, se rapprocher du GIP e-santé de manière générale. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, du coup, voilà, donc on vous a fait vraiment une présentation générale des différents outils dans la région. Bien entendu, voilà, ce que je disais tout à l'heure, le GIP est à disposition pour vous accompagner dans le cadre du déploiement de ces outils-là.